Et notre invité ce matin est maître Elie Korchia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de 2 victimes dans l'attentat de l'Hypercacher, donc c'était le 9 janvier 2015. Merci d'être avec nous en studio. Alors, nouvelle journée d'émotion hier devant la cour d'assises spéciale du tribunal de Paris. 8e jour du procès des attentats de janvier 2015 ce vendredi. Et cette semaine, ce sont les auditions des témoins, mais aussi des rescapés de l'attentat et des proches des victimes de Charlie Hebdo qui ont eu lieu. On y reviendra bien sûr sur tous ces témoignages, mais d'abord globalement, une première question. Quel bilan tiré de cette semaine d'audience ? L'émotion, je pense que c'est le mot qui s'impose après cette première semaine d'audience. Le calendrier de la cour d'assises spéciale de Paris a été fait afin de donner la première partie du procès aux victimes et aux témoins, et non pas aux accusés, que nous entendrons donc plus tard. Et c'est même un effet un petit peu bizarre, au bout d'une semaine, quand on est avocat de partie civile, de ne pas avoir quasiment entendu les accusés s'exprimer. Mais la première partie, c'était effectivement consacré à la relation des faits et aux témoins et aux victimes. Et vous l'avez dit, on a eu des moments très forts cette semaine, avec notamment les témoins de Charlie Hebdo, les journalistes, les membres de la rédaction qui ont été atteints ce jour-là. Ouais, je crois qu'il y a certains témoignages qui vous ont, vous, personnellement marqué, touché, notamment celui de Simon Pieschi, le webmaster de Charlie Hebdo, qui a été grièvement blessé par une balle de Kalachnikov. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit lors de l'audience ? Je vais vous dire, l'audition de Simon Pieschi, ce jeune homme qui avait 30 ans à l'époque et qui a tout juste 35 ans maintenant, a été pour moi une des plus bouleversantes parce que c'était justement une des plus sobres. Il a parlé avec un calme, avec je dirais presque une douceur. Il a parlé de façon analytique. Il a été touché par 3 balles, par les frères Kouachi. Il faut savoir que lorsque une balle l'a atteinte au cou, elle a eu un effet blast qui a fait que non seulement sa colonne vertébrale a été touchée, mais aussi sa moelle épinière. Il a eu des opérations à n'en plus finir. C'est un garçon qui aujourd'hui arrive à marcher difficilement, mais avec une canne. Et ce qui a été très touchant, c'est que lorsqu'il est arrivé devant la cour, il a répondu au président qui l'autorisait à s'asseoir s'il le souhaitait. Il a dit non, je veux témoigner debout. Et ça voulait tout dire. Et son témoignage a été effectivement assez glaçant parce qu'il est venu en fait pour raconter ce qui s'est passé, mais aussi pour nous dire je viens ici devant la cour pour expliquer à tous ce que peut faire une balle. Oui, je suis venu pour vous raconter l'effet d'une balle en ce qui me concerne une balle de Kalachnikov. Voilà, une arme de guerre. Voilà ce que peut causer une arme de guerre. Et c'est vrai que on a l'habitude d'entendre les mots Kalachnikov, tir de balle. Mais ce garçon qui est venu nous dire ce que ça peut causer, le traumatisme physique et psychologique évidemment que cela peut entraîner, ça a été un témoignage très fort. Un autre très fort témoignage, c'est aussi celui du journaliste Fabrice Nicolino, qui a lui défendu corps et âme Charlie Hebdo 5 ans après. C'est surtout ça son combat aussi aujourd'hui. Oui, c'est un combat pour la mémoire de ce qui s'est passé, c'est un combat politique, il l'a très clairement expliqué. On sent en tout cas une réaction très forte par rapport à ceux qui ont voulu à un moment donné faire passer Charlie Hebdo pour un journal raciste. Et effectivement, pour ces journalistes-là, Fabrice Nicolino est grand reporter, il est journaliste, non pas dessinateur. Lui fait partie des journalistes qui ont été blessés ce jour-là dans la rédaction, dans la salle de rédaction. Pour lui, c'est la pire des injustices et la pire des injures qu'on ait pu faire passer dans une certaine partie de la gauche française, notamment, et de l'intelligentsia française, Charlie Hebdo, pour un journal raciste. Et ça, effectivement, pour eux, c'est quelque chose d'inacceptable. Et alors, pour revenir une seconde sur Fabrice Nicolino, quand même, il vit un attentat en 1985, 30 ans avant, dans le cinéma, qui n'existe plus d'ailleurs, le Bobo Rivoli, dans le festival qui s'appelait à l'époque le Festival international du cinéma juif, une bombe qui explose dans ce cinéma, on s'en souvient pas beaucoup, mais une bombe qui avait explosé, qui avait effectivement été un des attentats des années 1980 en France, revendiqué par le djihad islamique. Il se trouve sur place pour assister à ce festival, et un film sur Eichmann d'ailleurs, nous dit-il, et 30 ans plus tard, lui qui a été blessé dans cet attentat, ce premier attentat, il se retrouve dans la salle de rédaction, blessé de nouveau dans l'attentat de Charlie Hebdo. C'était quand même un témoignage aussi d'une force assez incroyable. Deuxième traumatisme aussi pour Fabrice Nicolino. Alors est également intervenue à la barre Corinne Ray, la dessinatrice Coco, également Rhys. C'était, je crois, des témoignages très attendus. Oui, bien sûr, parce que là, on a effectivement aussi affaire à des membres de la rédaction de Charlie Hebdo emblématique,
Coco, comme vous l'avez dit, Corinne Ray descendait ce jour-là de la salle de rédaction, puisque c'était la fin de la conférence de rédaction lorsque les terroristes sont entrés. Elle descendait pour fumer une cigarette. Elle avait voulu partir quelques instants plus tôt et elle va se retrouver effectivement dans l'entrée avec les frères Kouachi. Et on sait que Cherif Kouachi va la prendre par le cou et donc va l'obliger à monter ensuite pour qu'elle l'amène dans la salle de rédaction. Mais il ne la tue pas. Non, il ne la tue pas. On sait qu'il y aura une phrase des frères Kouachi, mais on peut en penser ce qu'on en pense, disant on ne tue pas les femmes. Enfin, il faut quand même rappeler que dans la salle de rédaction, ils ont abattu froidement Elsa Khayat, qui était bien évidemment une femme. Alors Élie Korcha, vous êtes, je le rappelle, aussi l'avocat des 2 victimes de l'hypercacher, 2 anciennes caissières, Zari Siboni et Andrea Chamak. On a entendu la voix de Zari dans les médias ces derniers jours. Elle, qui est désormais réfugiée en Israël, j'imagine que c'est très difficile pour elle de revenir aujourd'hui en France et de revivre aussi tout ça. C'est difficile, mais c'est pour elle un devoir, c'est pour elle une mission. Elle estime qu'elle doit porter cette voix. Son témoignage est effectivement très attendu. D'abord, vous l'avez rappelé avec Andrea, avec son amie Andrea qui reste aussi à Jérusalem. Les 2 habitent aujourd'hui en Israël. Je n'utiliserai pas le mot réfugié parce qu'il y a quelque chose effectivement de très fort dans ce terme. Elles sont parties vivre en Israël parce que d'une part, je pense que ces 2 jeunes femmes avaient du mal à rester vivre à Paris après le traumatisme extraordinairement important qu'elles avaient vécu, mais aussi par un choix de vie, par le choix de vouloir construire sa vie en tant que jeune femme dans un autre pays, et en l'occurrence en Israël. Donc c'est un choix aussi positif, et pas seulement un choix de repli ou de refuge. Andrea, c'est difficile pour elle, et avec le Covid en plus, avec tout ce qui se passe en Israël, c'était très difficile pour les 2 de venir à Paris pendant toutes ces journées, et en plus avec 14 jours de bidoud en Israël au retour, de confinement, mais Zari s'est organisée, elle viendra. Effectivement, elle a livré un témoignage bouleversant dans l'émission 7 à 8 sur TF1, chez vos collègues de TF1, que nous avions enregistré à mon cabinet. C'était un moment qui a beaucoup, beaucoup marqué les gens. Et elle va venir pour parler d'abord de ce qui s'est passé ce jour-là, car Zari a vécu l'attentat de la première à la dernière minute. C'est un attentat exceptionnel, celui de l'hypercacher, à plusieurs égards. C'est aussi miraculé parce qu'elle dit que le terroriste l'a raté à plusieurs reprises. Exactement. À un moment donné, le terroriste se retourne vers elle puisqu'il s'adressait à elle à plusieurs reprises et il lui dit « Tu n'es pas encore morte, toi ». Donc, ce qui est une phrase assez terrible, et il tire à un moment donné une balle, et effectivement la balle passe à quelques centimètres et elle va se loger dans sa caisse enregistreuse. Effectivement, ce qu'a vécu Zari ce jour-là, c'est terrible, d'autant plus qu'elle a vu son collègue Yohan Cohen mourir et agoniser malheureusement assez longtemps sous ses yeux, et que c'est elle effectivement qui ouvre lorsqu'elle va pour fermer le rideau de fer. Vous savez qu'il y a à ce moment-là effectivement la 4e personne qui rentre, la 4e victime qui rentre dans le magasin, et à ce moment-là, effectivement, Monsieur Saada essaye de rentrer pour acheter quelques victuailles avant Shabbat, et elle est obligée de le laisser rentrer. Elle essaye de lui faire comprendre qu'il ne faut pas rentrer, mais elle ne peut pas en faire plus. Il ne comprend pas, il rentre, et puis à ce moment-là, il voit un corps étendu par terre, un terroriste face à lui, il essaye de se sauver, et Cherif Kouachi, Amélie Koulibaly, lui tire 2 balles dans le dos et l'assassine. C'est des moments extrêmement forts qui vont être relatés par Zari, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure, dans le caractère exceptionnel de cet attentat, c'est qu'il y a beaucoup d'attentats qui durent quelques secondes. On se rappelle, j'avais été l'avocat de Samuel et Myriam Sandler, on s'était parlé dans le procès des attentats de l'école aux Aratora, de Toulouse et de Montauban. Les faits avaient duré une poignée de secondes. Là, à Charlie Hebdo, c'est 1 minute 48, 1 minute 49 secondes. Là, on a effectivement, d'ailleurs, 1 minute 49 secondes, c'est le titre de l'ouvrage de Riss qui a été publié il y a quelques mois. Très beau livre de Riss. Et là, si vous voulez, vous avez une scène de crime, un attentat, une prise d'otage qui va durer 4 heures, 4 minutes. Et effectivement, Zari, étant donné qu'elle vit ces 4h04 d'enfer, son témoignage va être extrêmement attendu par la cour d'assises. Alors une dernière question, Élie Korcha, les auditions, on le sait, concernant l'attaque de l'hypercacher commenceront seulement le 21 septembre. Mais avant, la semaine prochaine, la justice se penchera précisément sur l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, la policière donc, qui a été abattue par Amélie Koulibaly. Et il y a là aussi des zones d'ombre, puisqu'on a souvent pensé, c'est vrai que Clarissa Jean-Philippe n'était pas la première cible.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que ces terroristes, et on le sait pour tous ceux qui travaillent sur ces dossiers de terrorisme, ils ont plusieurs cibles. Ils ont des cibles différentes. On le sait qu'ils avaient effectivement pour Amédi Koulibaly ciblé plusieurs endroits. Je ne vais pas m'étendre à ce sujet, mais notamment des endroits liés à la communauté juive. Et ce jour-là, il y a une présomption très forte qu'ils voulaient s'attaquer à l'école juive de Montrouge. Mais il n'y a pas d'éléments de preuve matériels dans le dossier, je le dis bien. Et pourtant, il y a 171 tomes de procédure pour vous dire l'ampleur de cette affaire et de ces 3 attentats. À aucun moment donné, nous avons un élément de preuve matériel. Mais effectivement, à 8h du matin, venir à proximité d'une école juive, ça rappelle quand même les faits dramatiques que nous avons connus en 2012. Maintenant, comme ils avaient plusieurs cibles, ces terroristes, il est très possible que lorsqu'il y a eu cet accident de voiture fortuit porte de Montrouge et qu'il est arrivé sur place à pied, il a vu la policière, il a vu effectivement, et je pense que c'était une cible aussi d'atteindre la police, et donc finalement il a tiré, il a tué Clarissa Jean-Philippe, et après il est reparti évidemment sans attaquer l'école juive. Encore une fois, c'est une présomption, on verra ce qui va être dit la semaine prochaine pour cet attentat. Je pense que la mort de Clarissa Jean-Philippe, terrible en soi, a peut-être permis de sauver la vie de beaucoup de personnes ce jour-là. Merci beaucoup, Élie Korcha. Je rappelle que vous êtes avocat de 2 victimes de l'hypercacher. On suivra évidemment ce procès avec attention.